Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h. Un seul titre dans sa une. En religion, les chrétiens du monde commémorent le supplice et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ce vendredi, le rituel a été reproduit dans toutes les paroisses au Cameroun, à l'occurrence à la paroisse Saint-Esprit de Mvolier, où le prêtre célébrant a comparé la vie de nos soldats au front à celle de Jésus-Christ, les deux ayant donné leur vie pour sauver des autres vies. Et un peu avant la fin de cette édition d'information, je propose cet entretien exclusif que Charles Ndongo, le directeur de l'information de la télévision nationale, a accordé à Guy Zogo. Charles Ndongo, témoin privilégié des tout premiers pas de la télévision au Cameroun, il va donc revenir sur les 30 années d'existence de ces médias dans notre pays. Ce sera au bas de ce journal. A tout de suite. On parle de religion en ouverture de ce journal. Eh bien, ce vendredi, c'est un vendredi saint, jour qui représente pour les chrétiens du monde le décès, le supplice, ainsi que la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Et ce rituel qui a donc été reproduit dans toutes les paroisses, notamment à la paroisse Saint-Esprit de Mvolier, où après le chemin de croix, le prêtre célébrant a exhorté les fidèles à saluer l'action des soldats au front à l'extrême nord du Cameroun qui, à l'exemple de Jésus, se sacrifie pour les autres vies. Plus de précisions avec Élisée Mbogba et Aïxiline. Sur la colline de Mvolier à Yaoundé, les fidèles parcourent le chemin de croix de Jésus. 6e station, Véronique est sur le visage de Jésus. À travers chants et prières, ils gravissent les marches et refont à leur tour les 14 stations qui jonchent la passion du Christ. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quelquefois à genoux et parfois debout, les fidèles suivent le Christ sur le chemin de la torture. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Et lorsqu'à la 12e station, implanté au centre Jean 23 de Mvolier, Jésus rend l'âme. C'est le silence et la méditation. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Pour les fidèles de la paroisse Saint-Esprit de Mvolier, qui viennent de mourir spirituellement avec Jésus, la passion du Christ est lourde de signification. Le chemin de croix, il a été très riche pour nous, chrétiens. Et j'avoue que nous avons passé une bonne période pascale avec les enseignements. Nous avons vécu, nous avons ressenti la souffrance que le Christ a eue pour nous sauver, pour nous apporter la vie éternelle. Ce que j'ai retenu, c'est tout simplement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a visités et il est venu nous montrer comment il a souffert pour nous, combien il nous a aimés. Et partant, il nous demande également de faire autant. En marchant à la suite de la croix du Christ, en ce vendredi saint, les fidèles sont invités à s'en inspirer pour faire face aux vicissitudes de la vie. Il y a des combats qui valent la peine d'être menés jusqu'au bout. Le combat de l'éducation des enfants. Parce que nous pouvons penser que l'histoire de Jésus est un mythe, est une fable. Mais regardez, n'est-ce pas, ce que nos parents vivent. Combien de parents ont sacrifié tous les plaisirs, ont ajourné, n'est-ce pas, un certain nombre de choses pour l'éducation de leurs enfants. Regardez nos soldats au front. Combien, n'est-ce pas, de soldats tombés, n'est-ce pas, au champ d'honneur. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, n'est-ce pas, nous ne pourrons jamais plus dormir en sécurité. Je pense que c'est cela le grand message du chemin de croix. Jésus mort sur la croix est un bel exemple de sacrifice et de don de soi. La passion du Christ est aussi source de bénédiction pour Eh bien, les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Loum, dans le département du Mungo, ont eux aussi commémoré la passion du Christ. C'était sous le regard vigilant de nos reporters Jacquino Molon et Eric Massian-Djoumou. Recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ, voilà l'objectif visé par ces chrétiens à travers le chemin de croix.
Ceux de Loum sont sortis en bon nombre pour commémorer cette passion dans les artères de la ville. Ils ont pu reproduire les différentes étapes qui ont mené à la crucifixion du Christ. 14 tableaux au total, de la condamnation de Jésus à être crucifié à sa mort sur la croix en passant par ses différentes chutes. Les chrétiens de Loum se sont ainsi rappelés en termes de leçons que cette mort de Jésus avait pour but de laver l'homme de ses péchés. Dans la vie du chrétien, cette idée représente le tournant décisif de l'amour de Dieu, un amour qui se concrétise par le don de son Fils unique qui accepte de souffrir, d'être flagellé, d'être insulté, d'être humilié et de mourir sur la croix pour nous. Nous suivons ce chemin entrepris par le Christ par amour. Chants, prières et méditations ont accompagné ce chemin de croix. Christ élevé sur la croix avec nos péchés. Christ élevé sur la croix avec nos humiliations. Christ élevé sur la croix pour nous redonner la vie. Nous qui étions jadis sans vie, Christ nous redonne la vie. Les chrétiens protestants, quant à eux, se sont retrouvés à l'église évangélique de Néguassa. Objectif, vivre eux aussi ces derniers moments de la souffrance du Christ avant de célébrer sa résurrection dimanche. Le Seigneur a lavé tous les péchés des peuples, de tous les chrétiens du monde entier, en versant son sang sur la croix. Un message commun au finish de la part des prédicateurs. Les chrétiens sont invités à adopter une nouvelle vie loin des péchés pour marquer la reconnaissance et la gratitude à ce sacrifice de Jésus-Christ. Chez les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été l'occasion pour ces croyants de se réconcilier avec Dieu l'Éternel. C'est le principal message passé à ces fidèles lors des célébrations aux paroisses, dans les paroisses de Newbel, mais également de Dedo Valley, des célébrations vécues par nos reporters Jean-Denis Peck et Flavien Valondongo. Ils ont mis le maître sur la croix. Des fidèles chrétiens pleurent la mort de Jésus-Christ sur la croix en ce vendredi saint à travers des chansons. Ils ont mis le maître sur la croix. La mort de Jésus, c'est l'occasion de se réconcilier avec son Dieu. En ce jour spécial qui annonce les couleurs de la résurrection, le message des fidèles de l'église évangélique du Cameroun reste celui de la réconciliation avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La mort de Jésus aussi, ça signifie la fin de tout sacrifice. À partir de la mort de Jésus, nous n'avons plus à aller sacrifier, faire des sacrifices sanglants à Dieu pour que nos péchés soient pardonnés. Parce que le sacrifice parfait lui a déjà été offert. Au cours de cette semaine qui s'achève, bien des chrétiens se sont souvenus des injustices qu'a connues le Fils de Dieu, finalement mort sur la croix pour nous autres pauvres pécheurs. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Notre témoignage serait aussi vain. Mais c'est donc le cœur de l'évangile que nous vivons en cette période. Dans les paroisses de l'église évangélique de Newbel Centre et d'Edo Valley à Douala, le message de la réconciliation a été partagé entre les fidèles qui s'apprêtent à célébrer dimanche prochain la résurrection du Sauveur de l'humanité. Restons dans la ville de Douala, pas pour parler du vendredi saint, mais plutôt de ce transformateur électrique qui donne les sueurs froides aux habitants du quartier Nkolmintak. C'est dans l'arrondissement de Douala 2e. En l'espace d'un mois, il a vomi à 3 reprises le feu, plongeant ainsi les populations dans la peur. Et les victimes de l'incendie survenu l'année dernière dans ce quartier dénoncent le silence et l'inaction de l'entreprise en charge de l'énergie électrique au Cameroun. Plus de précisions avec Eukwa Claude et Oriol Choumi. Dans la nuit du 2 au 3 avril, ce transformateur électrique a pris feu,
pour la 3e fois en l'espace d'un mois. À notre arrivée sur le terrain, 2 agents de l'entreprise en charge de l'électricité font un état de la situation sans daigner descendre de leur véhicule. Les marques de fil brûlées sur ce banc de touche installé par des jeunes témoignent de la gravité de l'incendie. Une situation tout d'abord préjudiciable aux élèves et étudiants qui vivent dans le quartier. Depuis un certain temps, nous ne restons plus à bien étudier par rapport aux coupures nocturnes. Donc, à tout moment, les coupures répétées. Donc, en soirée comme ça, qu'on peut mieux étudier quand vous êtes... Un peu plus loin, au bloc Saint, le danger est beaucoup plus visible. Un gros fil moyenne tension pend ici sur des maisons d'habitation. Ce jeune garçon tente de retirer sous terre un fil électrique qui, apprend-on ici, pétille très souvent. Le courant ne tarde pas à lui donner un avertissement. Ça date d'il y a 1 an et quelques mois. Il arrive des fois même que bon, s'il y a la chaleur, la fumée monte, s'il pleut, là où on voit le fil blanc, oui, à ce niveau-là, la fumée monte, on a demandé la sonnette étant fatigué et ça ne donne même pas. Quand on n'est pas à la maison, on amène les enfants à côté. Parce que les enfants ne peuvent pas rester seuls à côté du fil. Ici, les plus inquiets, ce sont les parents. Il y a de cela 1 an, 6 mois, comme le poteau est tombé. Et c'est tombé sur ma maison. Depuis que j'appelle les gens de la sonnette, ils ne veulent pas venir. Ils passent même ceux qui donnent les quittances, ils passent, ils voient. Quand je leur dis que c'est tombé sur la maison, ça peut prendre feu, on ne sait jamais. Ils ne se signalent pas. Et voilà le poteau là qui est tombé jusqu'ici, même quand on passe ici, parce que c'est la route. Il y a souvent le feu qui sort ici, sur le poteau, c'est là où il y a le bout du fil ici qui passe là. Le feu sort souvent là. Nous ne sommes pas à l'aise avec les enfants au cas. Désormais, le quartier est éclairé en part. Ceux qui ont l'énergie électrique puisent leur source d'alimentation sur un transformateur situé beaucoup plus loin. Lutte contre l'insécurité aux frontières du Cameroun, le 22e bataillon d'intervention motorisé de Kumbo. Nous sommes là dans la région du Nord-Ouest. Cameroun a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Koumazie Tekam Roger a été installé dans ses nouvelles fonctions il y a quelques jours. C'était à Bamenda. Retour sur cette cérémonie avec Ginny Edmond et Nadine Yambou. Lieutenant-colonel Koumazie Tekam Roger, commandant du bataillon d'Ambo. Ce militaire à la mine d'un combattant. Le lieutenant-colonel Koumazie Tekam Roger est désormais le nouveau commandant du 22e bataillon d'intervention motorisée de Kumbo dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Il aura entre autres pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans cet arrondissement situé dans le département du Buy-Division. Pour mener à bien sa mission, discipline et rigueur lui ont été prescrits par le général Saleh Mohamedou qui a présidé la cérémonie d'installation. Le lieutenant-colonel Koumazie Tekam Roger devra piloter un bataillon qui sera renforcé de 750 soldats. Une mesure qui, selon le général Saleh Mohamedou, vise à parer toutes les menaces d'insécurité qui règnent le long de la frontière avec le Nigeria voisin. Intéressons-nous à présent à cette situation qui prévaut depuis plusieurs jours au collège protestant polyvalent de Doungué. Nous sommes là dans le département du Mungo où des scellés ont été apposés depuis quelques jours. Il est reproché à cet établissement le non-paiement des redevances sociales mais également des arriérés de salaire évalués à plusieurs millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Céline Djemba et Julingue. Des scellés apposés à l'entrée du bloc administratif et de la salle d'informatique du collège protestant polyvalent de Ndungue pour des redevances de la Caisse nationale de prévoyance sociale depuis 15 ans. Des arriérés de salaire évalués à environ 29 millions de francs CFA, le collège polyvalent de Ndungue est en perte de vitesse. Une situation qui a conduit une bonne partie du personnel de cet établissement à faire recours au petit métier. C'est le cas de cette enseignante. À défaut de dispenser les cours, elle a jeté son dévolu sur des travaux champêtres. Lorsque l'enseignant fait les efforts pour assouvir, je ne sais pas, pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés au début, et que, en retour, il ne reçoit pas
la motivation. Moi, je vais appeler ça motivation. Léopold Pagui, le principal du collège, visiblement embarrassé par cette situation, tente de se justifier. Si je plains pour le non-paiement de salaire, c'est d'abord juste pour la simple raison que lorsqu'on n'a pas de salaire, il y a de quoi se plaindre. C'est tout à fait normal qu'on se plaigne. Mais toujours été dit que parmi eux, il y a certains anciens véreux. Vous m'excusez le terme, parce que au moment où on explique pourquoi il n'y a pas de salaire, parce qu'il y a des insolvabilités, et quand il y a des preuves, on ne cherche pas à comprendre. S'il faut tenir compte d'une recette d'écolage, surtout avec les effectifs maigres que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'on puisse apurer ces dettes. Les élèves étant en congé, le corps enseignant a accordé un délai de 2 semaines au principal pour trouver des solutions à leurs revendications. Entre-temps, le collège polyvalent de Ndungue présente un visage peu reluisant. Les bâtiments sont délabrés, les aires de jeu envahies par les herbes. En culture, il faut signaler que la ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toumouna, était dans la capitale économique Douala ce jour où elle a procédé à la distribution des guitares à 170 artistes musiciens. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Nous restons en culture et on s'intéresse à ces artistes qui s'étripent à travers les médias et réseaux sociaux. Eh bien, il faut dire que ce sont des mélomanes qui trinquent. Ces derniers, accompagnés des critiques de l'art, demandent la fin des hostilités, notamment entre certains artistes, notamment Petit Pays et Longue Longue. Plus de précisions avec Serge Alaoutou. Après avoir perdu la face devant les musiques venues d'ailleurs, Nigeria, Côte d'Ivoire et Congo, les musiciens camerounais ont décidé de se faire la guerre. 2 figures, et non des moindres, se livrent depuis le début de l'année 2015, et ce à la manière des gladiateurs dans une arène, à des combats sans fin. C'est une guerre de salopes, c'est une guerre qui n'honore personne, et je vous dis, il y a d'autres combats, le combat de soigner le spectacle. Le disque ne se vend plus. Est-ce qu'ils font de bons spectacles? Est-ce qu'ils font? Ils ne se préoccupent de rien, et je dis, où est-ce que ces artistes veulent aller? C'est du pugilat ou c'est de son devenir artistique qu'on recherche? Donc, il y a d'autres choses à faire. Si on était dans un domaine militaire, on aurait dit, ceux-là doivent être à côté pour observer et voir comment les choses se passent, parce que le véritable combat, c'est dans l'art que tu fais et dans les œuvres que tu produis. Le phénomène de clash entre artistes n'est certes pas nouveau au Cameroun. Mais depuis 2 mois, il a atteint sa cote d'alerte. Ça vole très bas entre les artistes incriminés. Tout est mis à contribution et surtout les médias. Pour les mélomanes, les journalistes et les animateurs ne sont autres que des pyromanes. Les médias, tout le temps, opposent les musiciens entre eux. Quand celui-là est devant un média, on lui demande, bon ben écoute, que penses-tu de tel artiste? Nous, les spectateurs ou les téléspectateurs, ça nous dit rien. On voudrait savoir l'inspiration que le musicien a. D'où sort son inspiration pour pouvoir sortir ce qu'il sort. Et à la fin, on finit par aimer cette musique. Mais s'il faut que tout le temps, on leur demande, bon, tel a fait ceci, tel a fait cela, non, franchement, ça sort de la musique et puis nous ne trouvons pas en fait notre compte là-dedans. Accusés, levez-vous. Aujourd'hui, faire le procès à la presse, je dis non. C'est comme si on reprochait aux médias de faire leur travail. Le travail, c'est celui de dire des choses, de donner l'information. Et on sait, dans ce métier de journaliste ou d'animateur que nous faisons, c'est bien sûr que les faits sont sacrés. Et quand il y a les faits, on ne peut pas les masquer. Et lorsque on a des hommes qui font des sorties, qui font des déclarations, on ne peut que les rendre publiques en tant que presse, en tant qu'homme de médias, en tant que chaîne de radio, de télévision. Qui pour arrêter l'escalade de la violence verbale, des dérapages auxquels les auditeurs, téléspectateurs et internautes commencent à s'habituer. Les historiens du présent croient tenir le bon bout. Au-delà de la diffusion de ces informations, de l'invitation de ces artistes pour s'exprimer sur ci ou cela, il faudrait bien sûr que cette fois-ci on essaie d'ouvrir le pan de la réconciliation, de la médiation, les amener sur un plateau et leur demander tout simplement de pourquoi pas espérer une paix commune. Excédés, les mélomanes pensent que ce mauvais spectacle a trop duré, qu'il devrait faire place au vrai. Nous aimons la musique camerounaise, le reste là vraiment ça ne nous arrange pas du tout.
Donc que ce soit dans les réseaux sociaux et tout ça, que ces gens arrêtent ça, parce que vraiment ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la musique camerounaise. Point barre. Et là voici donc, l'ordre importe peu. En page magazine de ce journal, nous nous intéressons à la production de l'huile de palme, une production qui obéit à un processus plus ou moins complexe et qui implique plusieurs acteurs. Nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gansop ont visité une unité artisanale de production d'huile de palme. C'est dans la ville des Eka. Suivez plutôt. Séquence finale d'un exercice qui nécessite à la fois endurance, persévérance, force et caractère. L'huile de palme vit ses dernières minutes dans ce fût avant d'être chargée dans des bidons prêts à la consommation. Nous sommes dans une usine de fortune située dans la ville des Eka, département d'Union Ekele. Nous tentons de comprendre le processus de fabrication de l'huile de palme. Pour obtenir l'huile de palme, il faut d'abord probablement avoir une palmeraie. Elle va donc produire ce qu'on appelle le fruit de palme. Et on va donc couper ces fruits de palme à l'aide de fossiles. Et après avoir pris du champ, les stocks quelque part. Et puis maintenant, on va dissocier les fruits de palme des rafles. Et on va donc envoyer ce qu'on appelle les fruits de palme. Ce sont ces fruits de palme qu'on va mettre dans un fût, dans une cuve, selon la quantité. On va y associer de l'eau à une quantité appropriée. On va donc bouillir ça suffisamment, de sorte que ça cuit bien. Et quand ça cuit, ça change de couleur. Quand c'est suffisamment cuit, c'est en ce moment qu'on va donc prendre ces fruits de palme et mettre dans une presse, soit à moteur, soit manuel. Voici la presse en question. Elle fonctionne à l'aide d'un moteur et joue un rôle capital dans l'obtention du produit final. C'est en effet cet appareil qui extrait le précieux liquide tout en se débarrassant des déchets. Il va donner certaines pâtes. Bon, et cette pâte-là, qui est liquide, il y aura aussi un peu d'huile là, mais elle n'est pas appropriée pour l'utiliser. Donc on va donc prendre donc cette pâte qu'on va remettre dans un fût, dans un cuve, dans un clarificateur. Comme ceux qui ont les grandes productions, mais dans un clarificateur. On va bouillir ça pendant un certain temps. Et donc ça va donc faire remonter l'huile à la surface. Et les déchets vont rester au fond. On va donc recueillir l'huile pour être consommée. La voici, la fameuse huile, presque prête à la consommation. Elle subit ici la dernière cuisson avant d'être acheminée sur le marché. Je m'y exerce un peu, c'est vrai que ce n'est pas facile. N'allez surtout pas croire que c'est une partie de plaisir. La machine à moteur coûte cher, mais elle est tellement économique à l'usage. Avec 4 litres, vous pressez 13 fûts, et parfois plus. Pour une machine manuelle, vous devez payer 2000 francs par personne pour chaque fût, alors que vous avez moins de 4 000 francs pour 4 litres d'essence. C'est largement un grand gain. Et même les gens qui y travaillent, le travail n'est pas pénible. À la fin du processus, on obtient certes d'importantes quantités d'huile, mais également beaucoup de déchets. Et les déchets qui restent en bas sont utilisables parce qu'ils rentrent dans l'alimentation des porcs. Ils servent comme engrais. Et les rafles également sont comme engrais. On peut mettre même dans la palmeraie, même dans les petits champignons sans avoir besoin d'engrais chimiques. Avant d'achever sa course dans nos marmites, c'est bien d'ici que par l'huile de palme que nous consommons avec plaisir. Et comme on a pu le constater, c'est l'aboutissement d'un long processus qui n'est pas du tout facile. Ici Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Joël Essengue, Marcelin Gansop pour ces images. L'huile rouge, l'huile de palme très prisée par de nombreux Camerounais. Et cette information à caractère publicitaire au bas de ce journal, une nouvelle cuvée de jeunes leaders rejoignent leurs entreprises après une formation en gestion risque banque et assurance. Issus des promotions 4 et 5, ils ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie que présidait le Dr Paul Fokam Kamonier, fondateur de PK Fokam, Institute of Excellence. Reportage. Au premier, il y a 500 000. Au deuxième, il y a 400 000. Heureux de repartir avec 1 200 000 pour les majors et 900 000 francs CFA pour les vice-majors. C'est la prime spéciale remise aux 4e et 5e promotions de la PK Fokam Business Excellence Academy. Mais au-delà de cette récompense financière,
c'est surtout les connaissances acquises qui font la fierté de ces cadres, désormais mieux outillés pour donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de leurs entreprises respectives. Nous apprenons à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien à travers le questionnement et à travers la recherche d'évidence des faits. Le module que je faisais dans cette école, c'est le module Risk Management. Donc il s'agit de la gestion des risques en entreprise. Je sais qu'avec toutes les connaissances que j'ai acquises ici, je pourrais faire de grandes choses. C'est la soif de connaître davantage parce que c'est une école qui nous permet d'avoir tout ce qu'il nous faut comme leader de demain. J'ai surtout appris, certes dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine de la culture d'entreprise. C'est cette culture que nous voulons propager partout. La plus-value que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis passé de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, je suis apte à agir sur le monde professionnel. Comment se comporter dans la vie pour réussir? Quelles sont les valeurs que nous devons développer, notamment l'humilité, le travail, la persévérance. Nous apprenons à lutter contre le blanchiment d'argent parce que nous sommes dans le secteur de la finance. Nous apprenons le know your customer parce que nous devons connaître nos clients. C'est toujours dans la perspective de lutter contre le blanchiment d'argent. Pendant plusieurs mois, cette première cuvée de l'année 2015 s'est abreuvée abondamment à la source du risk management de la banque et des assurances. Et maintenant que ces lauréats retournent dans leur milieu professionnel, il ne fait l'ombre d'aucun doute que leurs performances seront à la hauteur des enseignements reçus. Il y a eu celle que nous avons appelée le Batch 4, qui était une promotion des cadres déjà en emploi. Ceux-là, ils travaillaient déjà et les entreprises ont envoyé pour qu'ils reçoivent une formation qui leur permettait d'être plus performants. Ceux-là étaient au nombre de 20 et ils venaient de 4 nationalités. Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Congo démocratique. Alors nous avons reçu aussi ce que nous avons appelé la promotion 5, qui était constituée par des cadres en pré-emploi. Ceux-là donc ont été sélectionnés par des entreprises qui nous les ont envoyés pour que nous les formions aux tâches auxquelles les entreprises voudraient les utiliser. En rappelant les défis qui les attendent désormais, le président de Piquet Focam, Institute of Excellence, a inondé ces 2 promotions d'une pluie de bénédictions. Nous avons seulement un seul message que nous adressons et dont nous passons tout le temps à former. Nous sommes seuls comptables de notre destination et surtout, n'oubliez jamais, vous n'avez pas le droit d'échouer parce que l'échec n'existe pas. Dans l'entreprise, vous devrez réussir. À travers la Business Excellence Academy, Piquet Focam, Institute of Excellence, se positionne comme le cadre idéal qui délivre une formation de qualité à l'intention des leaders de demain. Oui, ici, on forme non pas des chômeurs, mais des travailleurs. C'est la meilleure des choses. C'est bientôt la fin de cette édition d'information, mais comme l'annoncé à l'entame de ce journal, je vais vous proposer à présent cet entretien exclusif de Charles Ndongo. Charles Ndongo qui est le témoin privilégié des tout premiers pas de la chaîne de la télévision dans notre pays. 30 ans de télévision repassés dans cet entretien que mène Guy Zogo, mais après cet entretien, retrouvé Hervé K dans le cadre de Horizon Sport. Charles Ndongo, le directeur de l'information de la CRTV Télé, est une personnalité emblématique de la télévision camerounaise. Pionnier de ce média au Cameroun, avec d'autres figures marquantes, à l'instar d'Eric Tchindjé, Denis Epoté et de Dieudonné Tinepigui, il a la particularité d'être le dernier témoin de cette époque à occuper encore le devant de la scène télévisuelle à quelques mois de son départ à la retraite. À la faveur des 30 ans de la télévision au Cameroun, c'est lui qui a été de tous les temps forts de la télévision publique au Cameroun, de la Cameroun Television, CTV, à la CRTV, a accordé un entretien exclusif à Equinox Télévision et Radio. Il y livre sans phare les souvenirs de son passage à la télévision camerounaise. Bonsoir Charles Ndongo. Bonsoir. Alors, on célèbre les 30 ans de la télévision au Cameroun et vous êtes en la matière l'une des icônes. Vous êtes l'un des premiers visages du tube cathodique au Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser d'abord le contexte dans lequel la télévision est apparue au Cameroun en 1985? La télévision apparaît après une très longue attente. C'était un projet que le président Paul Biya avait hérité de son prédécesseur. Je
crois que c'est vers les années 63, hein, juste après les indépendances, qu'on commence à se projeter, à évoquer le projet télévision. Et donc après plusieurs renvois, quelques fausses alertes, finalement, dès que le président Paul Biya arrive, il prend pour ainsi dire les choses en main, lui-même le dossier en main, parce que j'imagine qu'il comprend tout le bénéfice qu'il peut en tirer, surtout dans le contexte qui était celui de 1985. Il venait d'essuyer, comme vous le savez, une tentative sanglante de coup d'État, manquée fort heureusement. Donc il avait besoin, je pense, d'asseoir son pouvoir, non seulement en mettant en place un nouveau parti politique, certes issu de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, mais avec quand même une aspiration, une configuration, une ambition nouvelle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes donc à Bamenda, et c'est la veille de ce congrès de la naissance de RDPC que sont lancées les premières images de la télévision camerounaise. Alors, comment vous vivez ça? Vous m'avez expliqué, vous étiez vous à la radio et vous regardiez les autres, notamment Denise Epoté, Eric Tchindjé et Dieudonné Timé-Pigui, qui vous avait précédé. Je dois être honnête, nous avions appris la télévision sans avoir jamais vu la télévision. Moi, la télévision, je l'ai apprise à l'école en regardant les VHS. Les premiers journaux que je regarde sont les journaux de Patrick Poivre d'Arvor, que notre directeur des études à l'école de journalisme, donc, en 78, 79, 80, nous montre, et pour nous c'est vraiment quelque chose de mirifique, hein, c'est très lointain, c'est quelque chose de magique. Donc après avoir été étudiant en journalisme, je découvre notre télévision qui arrive. C'est un peu tous ces sentiments que vous avez évoqués. Il y a un mélange d'admiration, il y a un mélange d'envie. On aimerait être à la place de ces pionniers que sont effectivement Denise Epoté, Eric Tchindjé, c'était la plus grande star de cette époque, Dieudonné Pigui, qui était quelqu'un d'extrêmement supérieurement intelligent, un fort en thème, qui avait malheureusement une santé fragile. C'est pour ça que dès le premier jour du lancement de la télévision, ça va être difficile, surtout du côté francophone. Autant Eric Tchindjé s'était imposé rapidement par son aisance, autant côté francophone, on sentait quand même que bon, les gens avaient besoin encore de faire leur classe. Mais à vrai dire, tout cela est assez anecdotique, parce que dans la réalité, on était tous Camerounais séduits, émerveillés par l'événement, par la toute nouvelle lucarne que nous découvrions tous, hein, parce qu'on avait connu encore une fois que les VHS et quelques vidéos. Alors là, vous passez finalement à la télévision, vous y rejoignez ceux qui vous ont précédé. Et comment ça se passe? Alors, je viens à la télévision en juillet 1985, donc quelques semaines, 2 ou 3 semaines avant l'arrivée du pape Jean-Paul II. Comme vous le savez, c'était la première visite d'un pape au Cameroun. Le pape va rester 9 jours. Nous avions une nouvelle télévision qui était admirée avec admiration. On avait besoin de la tester, voir si on pouvait à cette occasion montrer de ce pays qui venait d'être secoué encore une fois par des événements douloureux une image plus positive. Donc, et je pense encore une fois que côté francophone aussi, on avait besoin d'un souffle nouveau. C'est pour ça que, bon, je pense en fausse modestie, que du côté des précurseurs, le professeur Gervais Mendouzé, Jean-Pierre Bilitidier Sam, Emmanuel Gamba Lutsiri, Yebetanga et quelques autres que je cite de mémoire, ils vont organiser un petit test à l'issue duquel je vais apparaître comme celui qui peut faire l'affaire. C'est comme ça que je rejoins la petite équipée du début et que bon, voilà, je suis dans l'aventure depuis maintenant 30 ans. Alors, vous présentez le journal télévisé et je me souviens, on vous a vu avec ce fameux générique de Manu Dibango. Alors, pour vous, c'est quel type d'expérience? Comment on vous perçoit désormais? Quand vous allez au quartier ou chez vous, il y a un changement dans votre vie? Il y a un très grand changement. Il est radical. Hein. Moi qui suis demeuré, je l'espère, quelqu'un de très modeste, de plutôt effacé. Ma mère s'est toujours étonnée que les gens parlent tant de son fils, qui était quelqu'un plutôt de discret et de phlegmatique. Et donc, effectivement, je découvre que le regard
puis téléspectateurs du Camerounais ne me quittent plus partout où je vais. Je me souviens de cette dame qui m'avait vu dans une file d'attente à la banque et qui m'a poursuivi du regard au tout début et qui est venue me voir en me disant « Mais finalement, je vais dire à mon mari que vous n'êtes pas aussi beau en vrai qu'à la télé. » Alors vous imaginez. Donc j'ai plein d'anecdotes comme ça là. Et que lui avez-vous répondu? Non, je dis qu'évidemment à la télé je suis en représentation. Là vous voyez l'image réelle de Charles de Gaulle, ce n'est pas la même chose. À la télévision, pour que j'apparaisse, on me maquille quand même un peu pour que je sois, disons, plus avenant, plus présentable, parce que c'est ça aussi l'une des qualités premières d'un présentateur. Il faut qu'on puisse vous accepter votre image. Et puis j'étais plus jeune, je n'avais pas les traits tirés comme aujourd'hui ou relativement bouffis. Je pense que j'avais le visage poupon que les gens appréciaient plutôt. Et avec Eric Tchindjé, on formait un formidable duo, je pense, qui a aidé les Camerounais à aimer leur nouvelle télévision. Que derrière, il y a tout un branle-bas sur la mise en place des programmes. Ceci, ça a été fastidieux tout de même pour construire tout cet appareillage. Ça a été probablement fastidieux, mais c'était une belle aventure. Je crois on s'y engageait avec toute la foi des pionniers qui animaient les pionniers. Ça a surtout été moins fastidieux que laborieux. Ça a vraiment été très laborieux parce que je pense, peut-être que je leur fais un mauvais procès d'intention, ceux qui avaient lancé la télévision, comme c'était essentiellement des ingénieurs, ils avaient plus pensé aux défis techniques qu'à l'offre des programmes. Ils ont plus pensé au transport du signal qu'à élaborer des programmes qui allaient retenir les gens. Donc en réalité, une fois qu'on a réussi le défi technique, c'est à ce moment-là qu'on s'est assis pour dire, mais enfin, qu'est-ce qu'on va montrer aux gens? C'est très bien, le signal arrive maintenant dans les ménages, mais on va montrer le journal, c'est l'actualité, mais après, il faut bien habiller. Rappelez-vous, la télévision, quand elle commence, ce sont quelques heures de programmes que l'on montre. Après, on va passer, je crois, à une diffusion de 2-3 jours par semaine, les week-ends généralement. Après, on va faire 4-5 jours avant de passer finalement à une diffusion 7 jours sur 7 et aujourd'hui quasiment 24 heures sur 24. Ça, c'est pour la CRTV. Je ne parle pas pour les autres. Je ne parle pas pour vous, qui êtes nouveaux sur la scène. Il y a donc cette évolution dès 1985. À cette époque, il n'y a pas de véritable difficulté sur le plan de la ligne éditoriale. Mais après, les choses vont sembler se corser. Ah oui, c'est vrai, non, mais il n'y a pas... Disons qu'il n'y a pas de difficulté. C'est une espèce... on vit un peu la période des béatitudes. Tout est beau parce qu'on nous admire, ce sont les vedettes, on a tout, on nous déroule le tapis rouge, rien ne commence, aucun événement tant qu'on n'a pas vu la caméra de la CRTV. Et puis arrivent les tristes événements de Bamenda, 26 mai 1990. Je crois qu'on flanche, il faut le reconnaître. Nous, du service public, les événements ne sont pas bien traités parce qu'il y a la fameuse version de ces morts piétinés. Ça nous fait beaucoup de mal parce que depuis dans l'opinion, je crois qu'on nous perçoit un peu comme des gens qui sont vaincus par le péché originel. Et à vous, Charles, rétrospectivement, qu'est-ce que ça vous coûte cette affaire de Bamenda du 26 mai 90 ? Personnellement, pas grand-chose parce que je ne suis pas sur la scène. Absolument. Mais en même temps, solidairement avec ceux qui étaient en avant-scène, ceux qui présentaient le journal, ce fameux journal-là, ceux qui étaient, on va dire, en première ligne, solidairement, je me sens touché, parce que, comme on disait de la peste, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Et puis, moi qui travaillais aux côtés du président, parce que comme vous le savez, j'ai passé 21 ans à travailler aux côtés du président, dans le cas des reportages spéciaux, à relater l'activité du président. Évidemment, je suis regardé un peu comme l'un de ceux qui n'ont pas su porter la véritable information, la bonne information, l'information authentique. Et donc, on me jette la pierre, entre guillemets, comme à tous mes camarades de cette époque. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est très simple. 2 jours avant, je peux vous le dire, et ça, je vous assure que c'est la première fois que j'ai à répondre à cette question. 2 jours avant, le 24 mai, il y a une grande réunion à un niveau très élevé où on sent que le climat politique se tend et que, bon,
il y a des gens qui projettent de lancer un parti politique à Bamenda. Et nous, les professionnels qui participons à la réunion, nous défendons le point de vue qu'il faut y envoyer évidemment une équipe, quitte à ce qu'elle bénéficie de l'encadrement de sécurité nécessaire. Bon, mais évidemment, on est, rappelez-vous le contexte, sous le parti unique. Donc en réalité, on écoute très peu les professionnels. C'est le point de vue des politiques qui va emporter la décision. Finalement, ce jour-là à Bamenda, nous n'avons pas d'équipe professionnelle. Donc en réalité, nous allons montrer de ces événements-là la version qu'on va nous donner. Il faut dire clairement les choses. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. N'ayons pas peur des mots, on a été instrumentalisé. On a eu à le regretter, comme vous le savez. Il y a eu une lettre ouverte restée célèbre, Antoine Maringono et Zachary Niemann, parce que c'est eux qui étaient à l'avant-scène. Zachary Niemann parce que c'est lui qui présentait le journal. Antoine Maringono parce que c'était l'un des responsables de l'information. Je crois qu'il était directeur adjoint de l'information et rédacteur en chef, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, il était en première ligne. Un peu ce que je serais aujourd'hui. Si de tels événements se produisaient aujourd'hui, je serais le premier coupable que vous allez désigner à l'échafaud public. Donc, voilà ce qui s'est passé. On a présenté une version qui n'était pas la version CRTV, mais qui était la version que l'on a bien voulu faire passer dans l'opinion. Mais sur le plan, il fallait assumer, c'est nous qui étions effectivement responsables. Personne ne pouvait se poser la question de savoir qui avait donné, qui avait écrit, qui leur a fait porter ce chapeau. Personne ne s'est jamais posé cette question. C'est dommage d'ailleurs, hein. Je crois que ce sont des événements qui mériteraient une enquête approfondie. Ce serait bien, au moins pour la postérité. Bon, moi je ne vous ai rien dit, j'espère pouvoir témoigner dans un autre cadre de ces événements et de bien d'autres, y compris mes 30 premières années à la télévision camerounaise. Vous avez connu d'autres moments heureux, notamment ces 21 ans passés auprès du président Paul Biya. Ça également, ça a été une grande étape dans votre carrière. De très très grands moments à partir du premier jour. Bon, le premier jour, quand je dis le premier jour, parce que j'avais été là le 6 novembre 1982, le jour où le chef de l'État accède au pouvoir, et je me souviens surtout de la soirée, ça m'avait marqué. Le chef de l'État qui, avec son épouse, Jeanne Irène, de regretter mémoire, accueille leurs invités à l'entrée de la salle des banquets du Palais de l'Unité. Et comme j'étais le plus jeune des reporters, mes aînés de l'époque, je les cite là aussi de mémoire, Jean-Claude Autou, Germain Malam, Keyen Dogo, Gervais Mbarka, Antoine Maringono et bien d'autres, me donnent le Nagra à porter. Évidemment, le Nagra, c'est quelque chose d'encombrant et de lourd. Alors, quand je me présente à 1 mètre du nouveau couple présidentiel, étant évidemment, je sais que je vais pouvoir saluer le président de la République, tout nouveau président, je suis écarté au tout dernier moment par la sécurité, le protocole. Mais vous, là, vous avez les mains encombrées, vous ne pouvez pas saluer le chef de l'État comme ça. J'en ai conçu une très grande frustration. Mais j'étais loin d'imaginer que quelques années seulement, combien, je crois, oui, parce que donc en décembre 84, donc 2 ans après, je me retrouve à Bamenda en train de couvrir le comice agro-pastoral. Et vous savez que le comice était avec le congrès du parti unique de l'époque. C'était les 2 grands moments de la vie nationale, les 2 plus grands moments. Et voilà comment je commence ma carrière de reporter aux côtés du président. Et je ne quitterai plus jamais le président jusqu'en 2005. Donc ça fait exactement de 84 à 2005, 21 ans. De très grands moments à travers le monde, les grands reportages. Je ne peux pas oublier cette visite au Maroc qui avait été extraordinaire en termes d'accueil, que j'avais suivi avec l'actuel sultan Bombonjoya, roi des Mamoun. Et je me souviens, le ministre était tellement impressionné par l'accueil qui avait été réservé au chef de l'État qu'il m'a dit, mais Charles, il faut tout faire pour que les Camerounais voient ces images en direct. Je dis, mais je suis désolé, monsieur le ministre, on n'a pas fait de réservation satellite. C'est pour dire que nous découvrions tous. C'était impressionnant, c'était spectaculaire, c'était coloré. Jamais je n'ai vu autant de monde accueillir le chef de l'État. Maintenant, je dois quand même à l'histoire de préciser que les Marocains accueillaient à la fois leurs visiteurs de marque, le président Paul Biya, et le roi, parce que le roi va à Marrakech. Je ne sais pas si cette tradition est restée 2 fois par an. Donc, c'était un double accueil, à la fois pour le chef de l'État Paul Biya et pour leur propre roi.
Et puis je me souviens d'autres visites de même envergure, comme l'intronisation de l'empereur Akihito au Japon, qui était un autre grand moment. Je me souviens de la visite dans la bibliothèque privée du pape Jean-Paul II, un très grand moment de professionnel, mais aussi de grâce, parce qu'on sent quand même qu'on est au cœur du sanctuaire de la foi de l'Église catholique en l'occurrence. Il y a aussi cette escalade de la Grande Muraille de Chine. Vous y étiez, Paul Biya, semble-t-il, il a battu un record. Oui, il allait plus vite que des gens plus jeunes que lui. Alors je me souviens, bon, paix à son âme, il nous a quittés d'un de nos aînés. Je ne donnerai pas son nom, parce que je ne veux pas entacher pour rien au monde, je ne le ferai sa mémoire. Alors au pied de la muraille, il était assez fatigué, donc il dit, je m'assois un moment, et il s'endort. Il s'endort, alors le président a fait toute la muraille et redescend et s'en va. Lui, il est toujours là, il dort. Et puis donc, c'est la sécurité et le protocole chinois qui viennent lui dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit que je suis camerounais, j'attends mon président. On dit, mais votre président est passé, il est sans doute déjà. Alors, il nous a retrouvés à l'hôtel, il était bien fatigué, il dit, mais vous m'avez abandonné. Donc, c'était des moments comme ça qui sont des moments inoubliables, qui gagnerait, je pense, à être raconté dans un autre cadre. Charles Dongo, il y a forcément des gens qui vous ont marqué. Vous avez quelques noms à citer? Beaucoup. Le premier d'entre eux, c'est effectivement Henri Bandolo. C'était mon mentor. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Je voudrais être Chateaubriand ou rien ». Toute proportion gardée, c'est un peu ce que je disais par rapport à Bandolo, que je voudrais être Bandolo ou rien. Henri Bandolo m'avait marqué par sa prestance, il m'avait marqué par sa culture, il m'avait marqué par sa technique professionnelle qui était hors pair. Henri Bandolo est le seul journaliste qui ait réussi à impressionner tout le monde dans 3 médias différents. Il avait commencé à la radio, c'est ce qui a fait sa renommée, sa réputation qui a dépassé les frontières, avec Dominique et bien d'autres programmes. Et puis, il a muté en presse écrite, ses éditoriaux sont restés célèbres, c'était de véritables indicateurs de la vie nationale. Et puis, il a fait de la télévision, parce que son ami, l'un de ses meilleurs amis, Hervé Bourges, l'invitait régulièrement en France, notamment pour couvrir le Tour de France, ainsi de suite. Hervé Bourges le considérait comme le meilleur journaliste africain. Donc, pour moi, dans mon iconographie personnelle, c'est vraiment l'homme, c'est vraiment le modèle. Maintenant, il y en a d'autres à travers le monde, comme ici, Gerba Malam, Jean-Claude Autou et bien d'autres qui m'ont laissé une formidable impression. Et puis, dans ma propre génération, il y a Alain Benoît qui est quelqu'un de fabuleux, lui aussi est supérieurement intelligent. Je peux vous dire qu'on apprend énormément au contact de tous ces gens. Alors Charles, la télévision au Cameroun, 30 ans après, quel avenir? Il y a eu entre-temps la libération de 2000, de nouvelles chaînes de télévision qui sont arrivées. Quel regard jetez-vous sur ces chaînes de télévision privées en termes de qualité, de quantité? D'abord, il faut saluer la concurrence. La concurrence nous fait du bien à nous tous. On ne s'en rend pas compte. Et vraiment, c'est un propos qui n'a rien de démagogique. Parce que ce que vous ne trouvez pas à la CRTV, vous pouvez le trouver à côté, à Equinox par exemple. Vous avez une liberté de ton inégalée. Maintenant, j'espère que vous en faites bon usage. Vous n'avez pas les mêmes pesanteurs, vous n'avez pas les mêmes contraintes que nous. Donc il faut en profiter. J'espère que vous en profitez suffisamment. J'avoue que compte tenu de mes responsabilités quotidiennes ici, je n'ai pas toujours le temps de regarder tout ce que vous faites et tout ce qui se fait, encore moins tout ce qui se fait, même à la CRTV. Je suis un téléspectateur plutôt infidèle. Je vous avoue que j'écoute plus la radio que je ne regarde. Premiers amours. Voilà, vous avez tout compris. Donc, c'est cela. Mais moi, je salue ce qui se passe et j'encourage tous les jeunes, dont certains ont énormément de talent. Ici, à la CRTV, vous avez des gens qui émergent. Je n'en suis que très heureux parce que bon, moi j'ai quand même mes 30 ans de télévision. J'aspire à une chose maintenant, c'est de pouvoir témoigner et peut-être de vous laisser cette trace-là dont vous pouvez vous servir comme d'un repère, peut-être pour éviter les erreurs que j'ai faites, parce que je raconte tout, y compris mes propres erreurs, mes erreurs d'appréciation, mais aussi
je pense que je ne suis pas dépourvu totalement de qualité. Peut-être aussi que vous allez vous inspirer de quelques rares qualités qui sont miennes. Charles, demain c'est quoi? Je vous ai ouvert la porte en disant que moi, mes rêves maintenant sont des rêves, on va dire, éditoriaux. Par exemple, témoigner. Je peux vous dire, voilà, je suis en train de terminer un manuscrit, je peux vous le révéler en grande première. Je suis à 375 pages d'ordinateur. Hein. Donc c'est quasiment terminé. Il me reste probablement une trentaine de pages encore. Sur les médias au Cameroun? Non, non, sur la télévision. Je raconte en fait, puisque vous m'obligez à en parler, bon, peut-être que je fais aussi un peu la publicité de ma publication. Cela va me permettre, je l'espère, cela va m'éviter de mourir de faim si le livre se vend bien. Hein. Comme je suis quasiment à la porte de la retraite, ça va me permettre, je pense, de ne pas être trop malheureux sur le plan matériel. Donc je raconte la réalité de la télévision en la comparant aux préjugés que les gens en ont et à partir de l'expérience de la CRTV. Le titre est à découvrir, mais il est déjà arrêté. Après ça, j'espère que Dieu me laissera le temps et me donnera l'inspiration pour témoigner de la vie sociale et politique en général dans notre pays à la lumière de ma très modeste expérience. Dernière question, demain, que deviendra Charles Ndongo? Par exemple, pourrait-on vous retrouver à la tête d'une grande structure publique ou alors au gouvernement? Il ne faut jamais dire jamais. Je n'exclus rien a priori, hein, je n'exclus rien a priori, mais je ne suis pas en position d'attente, je dois vous le dire très honnêtement, parce que bon, j'ai souvent lu des choses, Charles a voulu bousculer un tel, Charles a voulu faire telle chose, non, ça ce n'est pas dans mes plans d'homme. Maintenant, il y a ce que nous pensons, il y a ce que nous proposons, et il y a ce que Dieu veut que nous devenions, peut-être à partir d'un plan prédisposé, je n'en sais rien. Donc, je reste ouvert et autant que on va dire, ma résistance physique me le permet, pourquoi pas, je participerai au projet qui me serait présenté. Mais je vous avoue que je regarderai quand même de très près. Je discute beaucoup avec vous et ceux qui vous ressemblent, qui travaillent dans ces chaînes alternatives à la CRTV. Quand ils me racontent leurs conditions de travail quotidiennement, ça ne m'encourage pas à changer de couloir. Merci Charles pour cet entretien.